Département, donc il y a à peu près environ 2800 agents, avec une assemblée de 42 élus, une DSI d'environ 60 à 70 agents pour des terminaux, donc des endpoints, on parle de endpoints de protection à 4000 endpoints, serveurs, postes de travail, smartphones, tout confondu. En termes de postes de travail, ce sont tous des portables maintenant Oui, des postes de portables, vu qu'on a eu justement l'effet Covid, donc vraiment l'importance aussi, la reconnaissance du télétravail au sein de la collectivité et donc le déploiement des portables qui a favorisé justement ces nouveaux modes de travail et de management. Alors cette année, les grandes priorités, comme toute collectivité et puis en fin de compte comme toute organisation, ça va être de se protéger, de se prémunir contre les cyberattaques qui peuvent arriver, notamment vis-à-vis de toute l'actualité qu'on a au niveau des cyberattaques. Donc je parlerai des rançongiciels par exemple. Et bien sûr, c'est également surtout de sensibiliser les agents et puis bien sûr d'aider les citoyens parce que ce sont les missions principales d'une collectivité départementale, c'est d'accompagner les citoyens au travers des services délivrés par le département. Alors les ransomware, ça fait maintenant 3 ans qu'on en parle, voire davantage. Il s'agit de vraiment gérer de réduire finalement le risque d'attaque par ransomware. Alors réduire le risque d'attaque, donc ça passe par plusieurs éléments. Donc comme je disais, sensibiliser les agents parce que vraiment on a ce premier niveau de pare-feu humain dont on parle. Donc c'est vraiment de sensibiliser les agents à ces risques-là, dans la compréhension de comment la surface d'attaque est créée et comment justement alimenter la protection et que aussi comment faire en sorte qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont les premiers concernés pour se prémunir et pour prémunir le département contre ce type d'attaque. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, mettre en œuvre des moyens organisationnels et techniques, bien entendu, qui visent à protéger les systèmes d'information du département. Donc ça passe par les emails, par exemple, ça passe par les infrastructures qui permettent justement d'éviter que l'attaque puisse aboutir. De plus en plus d'outils, de plus en plus de nouvelles technologies permettent de protéger les organisations contre ce type d'attaque. Et puis ça remet en perspective d'une question organisationnelle et budgétaire toute justement la gestion du département au niveau des différents services. De toute façon, avec la transformation numérique, on tend vers tout ce qui concerne les clouds et puis bien sûr les solutions dites SaaS, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on se doit de trouver à la fois les prestataires, les partenaires qui nous accompagnent dans ces solutions unifiées. Il est très difficile aujourd'hui parce qu'on a des logiciels et des applicatifs métiers dédiés qui datent et puis qui sont vraiment dédiés au service des collectivités et qui nécessitent le meilleur investissement possible pour pouvoir justement sécuriser de manière pérenne ces différentes solutions et bien sûr prendre en compte le fait qu'on va aller vers le cloud, vers ces nouvelles technologies. Justement pour limiter l'impact des cyberattaques dans ce contexte d'infrastructure hybride, est-ce que vous avez trouvé des bonnes pratiques à mettre en place? Alors pour justement limiter, encore une fois, les super bonnes pratiques, je parle des super, ça va être les agents, ça va être la sensibilisation, ça va être de les sensibiliser, de les former et bien sûr aussi de tester, d'auditer de manière pédagogique bien entendu parce qu'il faut les accompagner. Ce ne sont pas des tests pour évaluer les agents ou bien les employés, mais c'est surtout pour les accompagner d'un point de vue très pédagogique et aussi ludique. Donc on met en place des campagnes dites des campagnes de phishing qui permettent justement de faire des exercices comme des exercices de crise, comme des exercices d'incendie par exemple. Et on a des exercices de type phishing, ce qu'on revient tout à l'heure quand on parlait du rançongiciel, pour pouvoir alimenter cette protection au niveau de l'agent lui-même. Est-ce que dans les outils, vous faites attention particulièrement à la partie reporting, les rapports qu'on va pouvoir vous fournir, les tableaux de bord, qui peuvent servir d'ailleurs aussi aux utilisateurs? Alors c'est un vrai sujet aujourd'hui, je pense pour beaucoup de collectivités et beaucoup d'organisations, c'est la capacité de pouvoir à la fois auditer ce qu'on appelle les logs, donc les journaux d'événements, le reporting, qui sert également aussi, surtout, vous parliez d'utilisateurs, mais surtout aux membres du comité directeur, du COMEX,
et également peut-être les élus aussi, quand on va aller porter une stratégie cybersécurité ou bien un budget cybersécurité, il s'agit de le défendre. Et comment le défendre? C'est d'un point de vue stratégique, au travers des enjeux et au travers de ces tableaux de bord que l'on doit, nous, RSSI, devoir condenser, mais également concaténer pour pouvoir montrer justement, sortir la substantifique moelle et sortir les informations les plus stratégiques possibles liées à un contexte de collectivité. Donc il y a aujourd'hui des outils sur le marché qui permettent d'aller chercher et d'aller mettre une sonde dans les serveurs partagés pour identifier justement dans les fichiers contenus par ces serveurs là où il y a des données personnelles, permettre de faire un audit et de remonter s'il y a des données personnelles ou pas, et donc permettre vraiment des actions de conformité derrière par soit le RSSI, soit la déléguée à la protection de la donnée. Dans votre métier, une des grandes difficultés récurrentes, c'est d'équilibrer la performance et la sécurité, donc aussi le ressenti de l'utilisateur, l'expérience utilisateur, comme vous dites, sans le freiner dans sa productivité. Comment est-ce que vous y prenez? Alors justement, donc, la première chose à laquelle ça va passer, ça va être l'expérience utilisateur au travers de son poste de travail. C'est-à-dire on va parler de la navigation Internet. Donc il y a l'outil bureautique, mais aussi la navigation Internet qui lui permet aujourd'hui de trouver les informations et puis d'accéder aussi à ces outils. Et donc on a aujourd'hui, pour augmenter l'expérience utilisateur, mis en œuvre des outils donc, par exemple de filtrage web qui permettent aussi de prendre en compte l'expérience utilisateur, qui permettent d'éviter justement soit des erreurs 404, soit des erreurs qui disent voilà, accès non autorisé, et des outils qui ont des modules qui permettent justement, il y a des développeurs, des éditeurs français qui le font très bien, qui permettent justement d'augmenter cette expérience et de permettre aux utilisateurs de comprendre d'un point de vue ludique pourquoi le site lui a été interdit et pourquoi en fin de compte il n'aurait pas pu accéder ou bien il n'aurait pas dû accéder à ce site, pour la simple et bonne raison que ce site n'est pas sécurisé, pour la simple et bonne raison que d'un point de vue législation, réglementation française, ce site n'est pas du tout recommandé ou bien il n'est pas autorisé dans le cadre d'une collectivité, d'un agent de la fonction publique. Donc tous ces éléments-là, c'est des outils qu'on met en œuvre qui permettent de répondre à ces expériences utilisateurs et d'aider les agents justement à comprendre l'environnement de la sécurité et de créer de manière globale cet environnement de confiance. Ces outils de filtrage, notamment le filtrage de flux web, donc, sont de plus en plus des outils SaaS, hébergés dans le cloud. Est-ce que ça ne pose pas un souci? Alors, ils sont de plus en plus, justement, c'est ce que j'ai découvert cette année. Hein, les assises sont faits pour ça, hein, découvrir que l'outil que l'on a aujourd'hui au sein du département du Morbihan avait la possibilité d'être dans le SaaS. Nous, de notre côté, comme je disais, nous sommes encore on-premise. On va de toute façon devoir y aller, parce que c'est la transformation numérique, parce que c'est les nouvelles technologies qui le veulent, et puis c'est aussi d'un point de vue rationalisation de la DSI, transformation numérique, de pouvoir aller vers ces outils-là qui sont beaucoup plus simples d'usage, peut-être beaucoup plus simples d'entretien, de maintien en condition opérationnelle, parce qu'on a vraiment une relation de maintenance avec l'éditeur, avec le prestataire. Et donc moi de mon côté, je dirais, c'est vraiment, ça va avec cet environnement de confiance, ce sont des outils de sécurité. Donc on a confiance dans les partenaires qu'on choisit également, qui vont nous mettre en œuvre cette solution et que cette solution on va utiliser au sein du département. Et votre position vis-à-vis des clouds souverains, de leurs évolutions récentes notamment, quelle est-elle aujourd'hui? Alors, moi de mon côté, effectivement, on est administration française. Il est très important de rester dans cette souveraineté. Guillaume Poupard en a parlé justement à la conférence d'ouverture. Il est important aussi de prendre en compte le fait que les données aujourd'hui au niveau des collectivités, ce sont des données des citoyens français, donc il est très important de garder cette souveraineté. Moi je suis persuadé qu'on peut allier à la fois souveraineté numérique, donc par rapport aux solutions françaises, par rapport au fait que les données doivent rester en France, avec des solutions aujourd'hui qui veulent vraiment travailler avec la France, avec des éditeurs, avec des prestataires. C'est un effort qui est fait des deux côtés. S'il y a toujours cette relation de confiance et puis cette capacité d'un point de vue technique, surtout technique, de pouvoir justement prendre en compte les réglementations françaises et européennes, pour pouvoir vraiment allier la qualité, bien sûr, avec les performances de l'outil. Et bien sûr la partie réglementaire. Est-ce que les solutions open source sont mises en avant particulièrement dans votre département? Alors non. Alors moi déjà en tant que RSSI,
alors je vais le dire, hein, je ne prône pas forcément pour les solutions open source pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément au niveau du département à la fois les compétences mais aussi les ressources qui permettent de gérer ce type d'outils et puis du coup les ressources qui permettent de gérer la sécurité de ces outils, de pouvoir faire de la supervision, maintenir en condition opérationnelle ces outils. Donc on va tendre plutôt vers des outils classiques, entre guillemets je dirais, voilà, du marché où on a une relation, encore une fois, un environnement de confiance avec ces personnes. Il y a sûrement pourtant un écosystème dans l'ambiance, comme partout en France, d'intégrateurs, de solutions libres. Est-ce que vous êtes quand même en contact avec eux? Est-ce que vous les jugez d'égal à égal avec ces éditeurs qui peuvent être présents sur un salon? Oui, on donne l'opportunité bien entendu parce qu'on ne regarde pas aujourd'hui par rapport au fait que ce soit open source ou non, mais on regarde par rapport à notre stratégie, à notre cahier des charges, à nos spécifications et puis surtout à nos enjeux et besoins de sécurité. Si cela répond, on est complètement ouvert justement à la discussion et puis à l'intégration probable. Pour conclure, d'autres pistes d'amélioration peut-être pour 2022, pour la sécurisation de votre système qui devient hybride, vous l'avez dit, hein, il devient multi-cloud. Alors multi-cloud et puis multi-infrastructure, parce qu'avec la loi NOTRe, effectivement, on a aussi tous les réseaux des collèges, la prise en compte aussi des collèges pour les départements. Donc tous ces éléments-là vont devoir s'imbriquer dans des systèmes d'information. C'est pour ça qu'on n'a pas un seul système d'information sous notre giron d'un point de vue informatique et puis d'un point de vue sécurité. On a plusieurs systèmes d'information. Il va falloir prendre en compte justement ces éléments bimodaux. Donc on parle justement de système bimodal. On est encore on-premise, on est sur le cloud, peut-être du cloud privé. Tout dépendra des enjeux et des besoins en matière de sécurité, mais surtout des besoins métiers. C'est très important. On prend en compte ces besoins métiers. Et donc le message, c'est vraiment de continuer justement de travailler avec ces métiers, de continuer à veiller et de regarder les solutions qui nous permettent d'alimenter notre programme cybersécurité et de sécuriser au mieux les infrastructures et les systèmes d'information qui vont venir se greffer de plus en plus, ou bien qui vont se dégreffer, parce qu'il y a d'autres compétences qui vont peut-être partir sur d'autres collectivités ou bien d'autres GIE, etc. Et donc il faut prendre en compte cette mouvance déjà d'un point de vue système d'information et du coup le pendant derrière d'un point de vue cyber.